Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour un 342e Vlil. Et ce soir, c'est donc avec Michel Besbach pour son roman Le gars qui allait quelque part aux éditions Bûcher-Chastel, dont l'éditrice est d'ailleurs Pascal Gauthier, qu'on aime particulièrement d'ailleurs dans cette émission. Je pense, hein, vous n'allez pas me contredire, hein, Michel, hein, c'est bien Pascal Gauthier. Ah, c'est bien Pascal Gauthier. Je me demandais si, s'il fallait que je contredise le fait que vous l'aimez bien dans cette émission. Ça, je sais pas. Mais par contre, c'est bien Pascal Gauthier. Ouais. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. On l'a reçu aussi parfois pour certains de ses auteurs. Je suis ravi de vous rencontrer, Michel, parce que votre roman, c'est un premier roman très singulier. On va en parler longuement, notamment sur le style, sur la manière de le raconter, sur la narration et sur tous ses à côté. Michel, vous êtes journaliste, vous êtes passé par le centre de formation des journalistes, vous avez fait 8 ans à Canal+, 9 ans à Télérama. Comment finalement, pour ma première question, comment on devient écrivain avec un roman qui n'a rien à voir avec du journalisme finalement, notamment sur le Mm. style? Comment on arrive à franchir le cap du journalisme pour lequel, on a vu, vous avez fait de récents articles, notamment très remarqués. J'aimerais savoir finalement, est-ce qu'il y a une différence de posture, potentiellement de personnalité quand on passe de journaliste à romancier, ou au contraire, est-ce que finalement les deux casquettes sont liées intrinsèquement? Elles sont liées, je pense, mais il y a beaucoup de différences. Bon, voilà, la première phrase pour lancer tout ça. Non, alors, mon premier essai de roman, mon premier essai de littérature, d'écriture fictionnelle, j'ai voulu faire totalement l'inverse de ce que je faisais en tant que journaliste. Dans le style, j'ai voulu un peu jouer à l'écrivain, je pense, euh, avec des belles phrases, en voulant faire un grand roman du 19e, un peu cliché. Et puis j'ai compris au bout d'un moment que la chance qu'offrait, en me mettant des règles un peu en tête. Et j'ai compris un peu plus tard, au fil de l'écriture, que finalement la chance qu'offrait la littérature, c'était justement de faire envoyer valser toutes les règles et de faire absolument ce qu'on voulait. Et d'être absolument libre. Parce que c'est vrai que dans le journalisme, bon, bah, il faut répondre à une ligne éditoriale, il faut faire des articles qui sont courts, qui ne doivent pas dépasser un certain nombre de signes. Il faut parler à un certain type de lectorat. Et puis quand tout à coup on écrit un roman, bon, on ne sait pas trop à qui on s'adresse, mais on dit absolument ce qu'on veut. Et puis on peut employer, émaner une langue différente, comme je l'ai fait, pardon. Donc voilà, avec beaucoup d'oralité, avec de la vulgarité s'il faut. Et puis on peut vraiment aller dans l'intime. Et puis se projeter dans une subjectivité très particulière, comme je l'ai fait. Euh, il y a énormément de choses à dire sur les différences, enfin sur pourquoi, comment, parce que si la question c'était comment on devient romancier, ça devient, il y a énormément d'étapes, mais en tout cas sur les différences entre l'écriture journalistique et l'écriture littéraire, je pense que c'est un petit peu c'est vraiment sur la liberté qu'il y a des grandes différences et que tout à coup on est tout seul face à son texte quand on se met à écrire de la littérature. En plus, quand c'est le premier, on ne sait pas si on va être publié, on ne sait pas qui va le lire et tout ça, alors que quand on écrit un texte journalistique, ben, on sait à peu près dans quel cadre ça s'inscrit. Donc ça crée pas mal d'incertitudes. C'est dur de trouver au tout début la direction, son style globalement, la teinte qu'on veut donner à son livre. Et bon, pour le coup, prendre un personnage spécifique et employer le jeu, être dans une narration à la première personne, ça aide voilà, à prendre une certaine direction, quoi. Comment vous vous êtes senti finalement en changeant de casquette, en essayant, en vous essayant à la littérature et en y réussissant? Parce que clairement, ce roman, on va en parler, a d'innombrables qualités, notamment pour un premier roman, mais il aurait très bien pu être un troisième ou quatrième roman, personne n'y aurait vu que du feu. Mais j'aimerais savoir véritablement comment vous avez vécu cette expérience-là. Est-ce que c'était douloureux? Est-ce que c'était au contraire un exutoire pour vous empêcher d'écrire tel un journaliste? Quel ressenti vous avez eu au long de l'écriture et finalement combien de temps vous avez mis aussi à l'écrire?
parce que c'est un roman, le gars qui allait quelque part, c'est un roman extrêmement nerveux, extrêmement rapide, avec une langue qui est totalement déliée et on a l'impression qu'on est dans la tête clairement de ce père, dont on parlera tout à l'heure. Mais finalement, votre leitmotiv quand vous avez écrit, dans quel état d'esprit vous étiez? C'est très très particulier ce qui s'est passé. J'ai vraiment eu l'impression que ce gars était apparu brutalement et qui m'avait raconté son histoire à l'oreille et j'avais plus qu'à l'écrire derrière. C'est allé très très vite. Tout de suite, enfin, bon, moi-même, je suis rentré dans la voiture. Je savais très très bien quelle était la direction et quand ça allait se terminer. Et ça venait très rapidement. Je pouvais m'installer en 1 heure, écrire 4 pages. Ça coulait de source, si on peut dire. Et derrière, il y avait assez peu de travail en fait. Ensuite, c'était des ajustements sur le rythme et puis sur les choix de mots qui ont leur importance. J'ai aussi essayé d'élaguer au maximum ce qui pouvait être tout ce qui était vulgarité, mais en même temps, à chaque fois qu'il y a un mot un petit peu comme ça, il est pensé. Donc ensuite, c'était un petit peu un travail vraiment à la marge sur les mots et sur le rythme. Mais sinon, c'est arrivé très très vite. En fait, je l'ai écrit, je pense, peut-être en un mois, quelque chose comme ça, en un mouvement. Évidemment, au tout début, j'ai pas fait de plan. Les boucles narratives qui arrivent au fur et à mesure, bah, en fait, sont venues au cours de l'écriture. Je savais où on allait. Entre-temps, je savais pas exactement ce qui s'était passé, mais c'est venu comme ça très facilement. Et du coup, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre aussi en tant que lecteur, comme un geste à lire assez vite. Et pour la question du plaisir, j'ai pris, oui, beaucoup de plaisir à le faire parce que ça venait bien. Après, j'aime pas énormément ce personnage, qui est quand même un peu, qui a ses défauts, on va dire. On va y revenir. Donc, parfois, on aime écrire parce qu'on aime ces personnages, on s'y attache et on a vraiment envie de raconter leur histoire parce qu'on les aime et parce qu'on veut soi-même découvrir ce qui leur est arrivé, même si c'est notre propre création. Ils prennent leur indépendance. Là, c'était le cas. Le personnage, il est indépendant totalement de moi. Il a surgi comme ça mais bon, il est ce qu'il est, et moi, je pense que ça, voilà, ça serait pas mon pote, on va dire. Donc, il n'y avait pas l'attachement au personnage, mais l'attachement au livre et au processus créatif et d'écriture. C'était un vrai plaisir d'écrire cette histoire, même si elle est très dure et très noire. Ce qui est très intéressant, d'autant plus, c'est que c'est en effet, vous disiez à l'instant que vous étiez dans cette voiture parce que finalement le livre se passe dans une voiture, alors avec des allées-venues évidemment, mais le principal moteur de ce livre-là, c'est ce trajet, ce gars qui allait quelque part justement, ce trajet pour lequel on ne dévoile pas où il va, vous le découvrirez à la fin, mais il arrive à une certaine destination. Euh, et puis, finalement, c'est une sorte de récit initiatique, un voyage, une quête vers quelque chose, une quête vers potentiellement une certaine lucidité. On reparlera de cette lucidité aussi de ce père. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de rester dans cette voiture, de partir de cet habitacle-là pour, entre guillemets, faire ouvrir, avoir une certaine ouverture d'esprit pour ce personnage-là? Bah, d'une part, il y a l'efficacité du voyage, comme ça, il y a un truc. Quand on raconte une histoire, on a une destination, c'est très simple d'aller d'un point A à un point B, de raconter une histoire de cette manière-là. Il y a une certaine efficacité narrative, on va dire. Et ensuite, je pense que c'était vraiment parfait pour être dans une intériorité, dans un flux de conscience. Voilà, il est dans sa voiture pendant 2 heures, il en sort pas, il est tout seul, il écoute pas de musique et il réfléchit. Donc, ça permettait de dérouler toute l'histoire. Et plus on est seul et plus on réfléchit et plus on peut essayer de comprendre ce qui nous est arrivé. Donc je pense que c'est le cas de ce gars qui a évidemment beaucoup réfléchi avant, mais qui fait à nouveau le bilan. Et on peut peut-être trouver ça bizarre qu'il redéroule l'histoire de manière chronologique, alors que finalement il passe un peu d'une pensée à l'autre et tout. Mais comme vraiment il est en train de se dire lui-même pourquoi, enfin, pourquoi je suis en train de faire ce voyage, enfin, il le sait, mais en même temps il continue à se poser des questions.
Et ben, lui-même, il redéroule chronologiquement l'histoire parce que ça lui permet de la comprendre un peu mieux. Et je sais pas, moi, ça m'arrive beaucoup de randonner tout seul en montagne. Et dans ces moments-là, je me raconte des histoires aussi où je redéroule des souvenirs de manière chronologique et j'aime bien me les raconter. Et lui, c'est ce qu'il fait. Il se raconte aussi des histoires à lui-même. Parfois, peut-être qu'il se ment un peu. Euh, qu'il n'est pas tout à fait honnête avec lui-même, c'est possible. Mais il y a aussi un plaisir à se raconter des histoires à soi-même, je pense. Et c'est un peu ce qui arrive à ce gars. Et la voiture, c'était un bon moment. Voilà, s'il avait été dans la rue et qu'il allait chercher le pain, c'était pas assez long pour raconter tout ça. En effet, c'était très court. Alors, ce père, on va en parler. C'est un père finalement comment dire, d'un rapport social aux autres qui est plutôt faible. Il y a beaucoup de solitude dans ce livre-là, excepté ses amis qu'il partage dans un stade de foot au Parc des Princes. Excepté ça, il a quand même un tissu social extrêmement restreint et en même temps. Il a peu d'ouverture d'esprit puisque à côté de lui, Clara, sa femme, et ensuite son enfant, donc qui n'est pas nommé jusqu'à la fin ou presque. On en reparlera de ça peut-être. Son enfant, Michael, donc, qui découvre peut-être son homosexualité puisqu'on ne sait pas véritablement pendant longtemps et on ne sait même peut-être pas totalement jusqu'à la fin du livre. Euh, Ce père-là, comment vous l'avez imaginé? Est-ce qu'il y a eu des faits dans la vie, du côté de l'intime, un reportage? On reparlera tout à l'heure du reportage dont on parlait en off. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie de donner la parole au père? Parce que souvent dans la littérature, on donne souvent la parole à la victime et rarement au bourreau. Pour le coup, alors bourreau, au sens, on va pas forcément utiliser ce terme-là, mais presque, on donne souvent la parole à l'enfant et non pas au père notamment lorsqu'il a des penchants violents, excessifs envers son enfant. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers lui? Ouais, c'est exactement ça, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on les entend pas très souvent. Moi, je voulais raconter l'histoire d'un enfant qui s'oppose à ses parents. C'était ça le point de départ, l'un des points de départ. Et effectivement, le point de vue de l'enfant, on l'a déjà eu pas mal de fois, je pense. Moi, a priori, je suis plus proche de l'enfant que du père. Mais justement, j'avais envie d'essayer de comprendre ce qui pouvait se passer dans la tête d'un père qui rejette son fils. Et c'est la chance euh, extraordinaire offerte par la littérature hein, de se mettre à la place des autres, la chance offerte par la littérature et par l'imagination. Donc il n'est pas inspiré de quelqu'un en particulier que je connais ou que j'ai rencontré, mais c'est un agrégat, je pense, de plein de mecs que j'ai pu croiser par-ci par-là et je pense qu'il a quand même une dimension universelle ce mec. Je pense que c'est une histoire qui arrive malheureusement très très souvent. Euh, mais voilà, l'idée c'était de me dire qu'est-ce qui peut bien passer dans la tête d'un père pour qu'il rejette son fils comme ça. Donc ensuite c'est l'imagination qui travaille et il n'y a pas du tout de travail de recherche, de documentation ou de témoignages que j'ai pu aller chercher à droite à gauche. Enfin, j'imagine que j'ai lu tout un tas d'histoires comme ça et que j'ai vu des films et que j'ai lu des livres où il y avait un petit peu ces histoires-là qui m'ont inspiré, mais c'est pas du tout conscient. C'est vraiment l'imagination et qui a fonctionné et qui a fonctionné à toute vitesse. Je sais pas pourquoi, mais toutes ces histoires me sont venues assez vite. Bon, c'est des histoires à chaque fois qui sont peut-être un poil cliché. En tout cas, il n'y a pas une originalité incroyable dans toutes les petites histoires qui sont racontées. Mais justement, c'était un peu volontaire. C'était observer ces situations qui peuvent nous sembler un petit peu familières, mais à travers ce personnage et ce regard-là qui est particulier, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais enfin voilà ce que ça m'inspire. Vous y avez répondu. Michael, alors justement, Michael n'a jamais la parole, il n'intervient jamais dans le récit, le fils. Euh, Vous ne lui donnez finalement jamais une occasion comment dire, de dire du mal de son père.
Est-ce que ça a été un tiraillement pour vous? Est-ce que vous avez voulu, peut-être, est-ce que Pascal aussi, est-ce que l'éditrice a voulu insérer une, deux, trois phrases, un paragraphe finalement à ce fils-là, ou au contraire, il fallait que ce soit, il fallait que ça reste finalement en huis clos dans la tête du père? Ah, pour moi, c'était une évidence qu'on restait dans la tête du père en permanence. Euh, Vous lui donnez indirectement parfois la parole. Vous lui donnez indirectement la parole à travers les pensées du père. En tout Ouais, cas, ouais, voilà. ouais. Alors il y a très très peu de, après il y a très très peu de communication entre eux, mais c'était comme ça à la maison immédiatement. Bon, il y a des situations où ils ont des interactions qui se passent mal. Mais sinon, non. Moi, j'aime bien ouais, quand en littérature, dans un livre, dans un roman, tout à coup, on est surpris par un changement de point de vue, que le narrateur change, qu'on passe au jeu, qu'on entre dans la tête d'un autre personnage. Ça surprend, ça change la perspective, ça éclaire les choses différemment. Et puis, il y a toujours une espèce de suspense à se dire, mais quel va être ce point de vue différent sur cette histoire que je pensais avoir vue d'une certaine façon. Là, en l'occurrence, je pense que ça aurait été bizarre de sortir de la voiture pour avoir le point de vue du fils, et je sais pas, non, ça me paraissait évident de rester dans la tête du père. Et dans la tête du père, il y a évidemment un certain nombre d'insultes, un usage d'un vocabulaire un petit peu qu'on aurait pu penser désuet, mais qui existe encore aujourd'hui dans de bien nombre de, dans bon nombre de familles, Mm. envers un fils homosexuel qu'on pense homosexuel avec des attitudes efféminées. On parlera tout à l'heure des dessins animés Disney, moment savoureux. Mais pour le coup, j'aimerais savoir finalement le choix de ce vocabulaire extrêmement dur, extrêmement violent. Est-ce qu'il était nécessaire, comme dans la vraie vie, pour ne pas justement masquer et ne pas écrémer finalement ce qui se passe dans la réalité? Ouais, ouais, fallait faire attention à ce qu'il n'y en ait pas trop. Je sais qu'il y a encore des gens qui considèrent qu'il y en a trop. Alors, d'une part, on a vu, enfin, par exemple, il y a encore des parents qui ont été condamnés à 8 mois à 8 et 10 mois de prison parce que ils ont passé leur temps à traiter leur fils de tarlouse, de pédale, etc., jusqu'à le virer de la maison. C'est des choses qui arrivent dans la réalité. Donc, il n'était pas question du tout d'édulcorer cette chose-là, qui était essentielle et qui était le cœur du livre. Euh, par contre, à chaque fois, j'ai interrogé les termes et à chaque fois, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je le laisse ou est-ce qu'il faut que j'en emploie un peu, éventuellement un peu plus faible pour que, par souci de rendre la lecture aussi digeste. En fait, je les interroge, ces termes-là. C'est des enculés, c'est des petites pédales, il y a du tarlouse. Euh, En fait, c'est un homme qui emploie ces termes mais sans vraiment savoir pourquoi. Et la question, c'est de savoir aussi ces termes, d'où ils viennent et quel est leur poids dans les représentations. Euh, Lui, il est confronté à ça, il emploie tout le temps le mot enculé à tort et à travers, pour des raisons, dans des contextes très différents, pour des raisons très différentes. Et en fait, il y a le problème du sens de ces mots et comment ils sont employés et comment il les a, voilà, comment ils interviennent dans son discours et dans ses pensées. Donc, ça me paraissait, voilà, l'idée c'était de se demander euh, ces mots-là qui traversent la société. Comment ils peuvent avoir une influence sur une intériorité, sur des représentations d'un homme qui, par ailleurs, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, est très seul et discute assez peu, a peu de conversations avec les gens, donc a peu d'opportunités de voir ces termes sous un autre jour. Parce que finalement, on va voir que la première fois qu'il a une discussion un petit peu autour de ça, il se rend compte que peut-être qu'on peut voir les choses différemment, quoi. Donc voilà, il y avait il y a ces termes-là c'est pas uniquement gratuit. Je vais pas faire du choquant ou je vais pas uniquement faire du naturalisme et imiter la réalité, mais je voulais aussi qu'on s'interroge un petit peu
sur ces termes, pourquoi ils sont utilisés, dans quel contexte et qu'est-ce que ça peut avoir comme influence sur les représentations qu'on a. Et, de- et ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant toute la lecture, je me suis interrogé sur l'époque de ce texte parce que le vocabulaire peut avoir aussi une incidence sur l'époque. On aurait pu penser que ça se passait dans les années peut-être 80, 90. Finalement, j'ai eu l'impression qu'on était dans une année très contemporaine. J'ai eu cette impression-là et que justement les termes employés, certains termes ne sont connus ou n'ont été connus que d'il y a quelques années. Vous mettez quelques indices, mais ça aurait pu aussi se passer il y a 30 ans. Cela étant, le vocabulaire fait partie de cet agrégat finalement que vous insérez dans le roman. Ouais, est-ce que ouais, l'époque, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu flou. Fin des années 90, début des années 2000, ça peut même être aujourd'hui en effet. Ouais, je sais pas trop comment répondre à cette question. Du coup, C'est vrai que c'est flou, vous parlez, ouais, ouais, il y a Michael Madar. Michael Madar, il joue plus depuis déjà depuis 20 ans, ouais, ouais, au ouais, moins. ouais, Donc il y a des éléments qui font penser que c'est dans les années 90 et en même temps il y a des termes, des expressions comme peut-être gaulerie. Gaulerie, à mon sens, c'est assez récent pour le coup. Donc j'ai eu du mal à savoir finalement dans quelle époque, peu importe, mais c'était aussi pour vous faire intervenir sur cette époque-là, à mon sens, importante en rapport avec le vocabulaire. ouais, ouais. Non, mais enfin, on est vraiment dans le contemporain et c'est a priori ce voyage, il le fait. Après, il repense aux 20 dernières années. Donc, pour moi, c'est un roman d'aujourd'hui, en tout cas. Je voulais pas raconter les années 90, par exemple. C'est une histoire très, très contemporaine, comme le prouve encore le procès dont je parlais tout à l'heure. C'est des choses qui arrivent tous les jours. Et, euh, et c'est vrai, c'est vraiment une histoire d'aujourd'hui bon, qui s'est passée sur les 20 dernières années. Mais je voulais vraiment faire quelque chose ancré dans notre époque à nous et qui, malheureusement, arrive très, très souvent encore, et trop souvent. Et tout à l'heure, vous parliez de certains qui n'avaient pas aimé le livre. On va parler peut-être rapidement d'Éric Nolot, mais pour une question un peu plus large, puisqu'apparemment il n'a pas non plus compris le roman, ou en tout cas l'usage du vocabulaire que vous employez, ce qui nous amène justement à quelque chose d'un peu plus large sur ces personnages-là qui sont un petit peu imbuvables, qui sont difficiles à comprendre, qu'on n'aimerait pas avoir dans notre vie tous les jours, comme peut-être ce père, même s'il a aussi un côté un petit peu plus touchant, mais avec de gros guillemets. Euh, Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, on a du mal à accepter dans la littérature des personnages un petit peu plus troubles, un petit peu plus noirs, un petit peu exécrables? Est-ce qu'il n'y a pas une tromperie entre ce qui est romanesque et ce qui est réel? Est-ce qu'on ne fait pas trop de confusion entre les deux? Est-ce que Ouais, aujourd'hui, on a... je vais avoir du mal à vraiment à faire une historiographie de ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut défendre. Je pense qu'on n'est quand même pas aux États-Unis où c'est une question qui est encore plus sensible et où on ose encore moins se mettre en scène des personnages comme ça et surtout du coup se mettre dans la peau de ce genre de personnage. En tout cas, je répète que pour moi, c'est une vertu essentielle de la littérature et c'est une chance. Mais en fait, sans la littérature, sans un roman, comment avoir ce point de vue-là? Ce mec-là, il va pas écrire un roman et il va pas raconter son histoire à une tribune. Euh, la littérature, elle peut ouvrir des portes comme ça. Euh, on est, on- je pense que ça peut permettre enfin, c'est essentiel de connaître ce qui s'est passé pour aller très 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 loin et dans le cas extrême, ce qui s'est passé dans la tête des directeurs de Auschwitz, quoi. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Comment on a pu faire ça? Mais grâce à la fiction, on peut l'imaginer et c'est juste comprendre l'être humain et comprendre notre monde, en fait. Sachant que, il y a énormément de gens comme ça. C'est pas comme si j'avais pris un cas particulier, enfin, et encore, ça pourrait être intéressant aussi. Mais je pense qu'il y a une vertu, pas universelle, mais du moins, je pense que des gens comme ça, il y en a énormément. Et il faut saisir ce matériau littéraire pour essayer de les comprendre, quoi. Est-ce que justement, je parlais tout à l'heure d'un père entre guillemets touchant, on sent qu'il n'a pas les codes, on sent qu'il n'a pas les clés, sans l'altérité finalement, il n'aurait peut-être jamais trouvé une certaine lucidité.
il a beaucoup de violence en lui, verbale, pas physique. Mais finalement, il garde quand même cette lucidité en lui. Il sait que ce qu'il dit ou ce qu'il fait n'est pas approprié. L'altérité va lui permettre de trouver une autre voie, mais on a l'impression qu'il est vraiment conscient. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'est pas totalement sombre, ce personnage. Il a aussi une part de lucidité, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on fait quelque chose de mal. On est peut-être parfois un peu trop têtu ou borné. Là, pour le coup, lui a une lucidité. Ouais, après, il repense à ce qui s'est passé avant. Sur le coup, il n'avait pas forcément énormément de lucidité, mais comme il a eu le temps d'y réfléchir, ça arrive après coup. Il a eu le temps de penser à pourquoi il faisait ce voyage et à justement avoir du recul sur tout ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça qu'il y a cette lucidité. Mais sur le moment, tout ce qu'il raconte, bah, pour le coup, il n'était pas forcément très lucide, je pense. Et voilà, le recul qu'il peut y avoir et les touches d'humour qu'il peut y avoir aussi parfois, je pense elles viennent du... enfin, voilà, elles sont venues avec le temps qui s'est écoulé depuis, quoi. Alors, je dis pas petite dose d'humour, grosse dose d'humour. Il y a quand même beaucoup d'humour dans ce livre-là, notamment lorsque cet homme tente d'imposer une certaine virilité à son enfant, notamment au travers des dessins animés de Walt Disney, avec le livre de la jungle, Mowgli. Sauf que Michael préfère Cendrillon une semaine après, le film qu'elle passe, que sa mère lui a passé une semaine après, et c'est la mère qui l'emporte avec Cendrillon. Est-ce que vous considérez que ce, cet épiphénomène, finalement, de regarder un dessin animé à la télé, peut conditionner aussi ce que nous sommes en tant qu'enfants? Est-ce que c'est un débat que vous avez aussi voulu poser dans ce livre-là en filigrane? Pas plus que ça, vraiment c'était un... Voilà, encore une fois, c'est en fait une situation que tout le monde a vécue. Et là, je voulais observer cette situation-là avec les yeux de ce personnage et de la prendre vraiment au premier degré. Alors que, enfin, l'humour, là, il vient du fait que, en soi, c'est assez drôle quand même et ça devrait être anecdotique. Et lui, en fait, il prend ça vraiment à cœur, il prend ça vraiment, Le il est à fond déclencheur. dedans, quoi. Comment? C'est un déclencheur pour lui. Ouais, et en plus, c'est un déclencheur. Et c'est aussi là, c'est là qu'il y a en fait un espèce de c'est là qu'on voit qu'il y a la distance qu'il peut y avoir entre mon personnage, enfin le personnage et l'écrivain, c'est que moi aussi je regarde, enfin je pense qu'on peut sentir la distance qu'il y a entre lui et moi, parce que moi je regarde ça un peu avec une espèce de, je me dis mais comment on peut, en fait peut-être qu'on le sent, et c'est là que vient l'humour, c'est que moi je regarde ça en me disant comment on peut réagir comme ça, et lui en même temps il raconte son histoire en s'y cramponnant encore un peu, en disant mais comment il avait pu se passer ça. C'est de là qu'il peut y avoir du sens. Et le côté, bon, bah, voilà, c'est une situation qu'on peut avoir tous vécue. On connaît tous Cendrillon, on connaît tous le livre de la jungle, mais on l'observe à travers un personnage particulier. Après, si on extrapole sur est-ce que Walt Disney euh, euh, va conditionner certaines personnalités, et tout ça, enfin, ou certains caractères, ou certaines constructions chez les enfants et tout. Là, forcément, ça crée un imaginaire, mais là, ça dépasse vraiment le cadre du livre. Euh, le petit garçon dont je parle, il n'est pas devenu comme ça à cause de Cendrillon ou à cause du livre de la jungle. C'est juste un catalyseur et ça en dit sur lui. Mais je vais pas tenir un. Bon, évidemment, il y a plein de choses à dire sur Walt Disney et les représentations charriées par ces dessins animés-là, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Enfin, c'est pas l'objet du livre. Le deuxième déclencheur de la haine du père pour le fils, c'est quand il lui offre le fameux jeu Candy Loop à Noël, qui est le déclencheur finalement d'une certaine... En réalité, il prend conscience véritablement à ce moment-là que son fils n'est pas celui qu'il aurait voulu qu'il soit, mais c'est surtout dans l'absence de réaction du fils à ce cadeau-là. Je crois que c'est quelque chose pour faire de la musique, pour créer de la musique. Euh, donc potentiellement, il aurait voulu que son fils découvre autre chose à travers la musique, ce qui n'a pas été le cas puisque l'enfant n'a aucune réaction. Il lui fait un simple bisou, un merci de rigueur.
j'ai trouvé ça aussi ce moment à la fois drôle et à la fois terrible parce que c'est ça en fait, c'est que vous avez un humour qui est féroce, un humour qui est un peu très noir finalement. Vous- le rire ne se déclenche pas par la bonne phrase, mais par la situation en elle-même. Elle se déclenche par l'absurdité de quelque chose, l'absurdité d'une relation familiale entre un père et un fils. Ouais, c'est ça, c'est que le Candy Loop que j'ai inventé, hein. Je crois pas qu'il existe ce Candy Loop instrument de musique, comme ces espèces de jeux en plastique à 2 balles, qui en soi me font rire, moi, et qu'un truc aussi dérisoire ait pu créer quelque chose d'aussi décisif, important et profond dans les sentiments du père et du fils. C'est là qu'il y a une espèce d'humour tragique, en fait, et qui fait à la fois rire et en même temps en même temps qui est tragique. Il y a autre chose, ouais, avec cette situation-là, c'est que là, pour le coup, il se la raconte, le personnage, en se donnant le beau rôle, hein, vraiment. Voilà, j'ai fait des efforts, j'ai cherché un cadeau, je lui ai acheté, il est énorme, c'est le plus gros cadeau sous le sapin. Je fais tout pour recoller les morceaux avec lui. Et qu'est-ce que j'ai en échange? Ben, rien du tout, encore une fois. C'est de la faute du petit. Et en fait, forcément, ça s'est passé, c'est pas que ça. Il y a tout un contexte autour. Le père, il a pas l'attitude, il a pas la bonne attitude pour entraîner son fils avec lui. Donc à la fin, je crois que le paragraphe d'après, c'est ah, elle est bien l'histoire racontée comme ça. Parce qu'il a bien aimé se la raconter comme ça, en mode ouais, ouais, quand même, tout n'est pas de ma faute. Mais en réalité, c'est l'histoire telle qu'il la raconte lui, et c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Et oui. D'ailleurs, ce père, il est véritablement envieux des autres gamins, notamment de ses amis qui connaissent notamment les matchs de foot par cœur et toutes les actions. Euh, et notamment, ce qui est aussi frappant, c'est que ce gamin, il est ostracisé, comme disait Nabil. On va parler de Nabil juste après. C'est un gamin qu'on cache, c'est un gamin qu'on cache comme un monstre, qu'on essaye de mettre à l'écart. C'est aussi une violence psychologique extrêmement forte. Ah ouais, bien sûr. Bah lui, c'est à la fois, il y a ça, mais en fait, moi, ce que ça me fait penser, cette situation, c'est qu'il est, enfin, votre question, c'est que ce père, il est effectivement un peu jaloux de la relation que ses rares amis ont avec leurs enfants. Et lui, il aimerait bien avoir la même chose. Et ce qui m'intéressait dans le livre, c'est que, enfin, dans l'écriture de ce livre, c'est que, effectivement, il a eu la mauvaise attitude et ça a été un con sur bien des aspects. Mais le résultat, c'est quoi? C'est que c'est un homme qui souffre de pas avoir pu développer des choses avec son enfant. Il souffre de ça. Donc, est-ce qu'on peut quand même avoir un peu d'empathie sur ce mec qui souffre, même si c'est de sa faute, c'est un peu de sa faute s'il souffre. En même temps, est-ce que c'est vraiment de sa faute s'il est comme ça, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui sont liées à un contexte social, à la fois social, de milieu social, en termes de classe sociale, mais aussi social, parce que socialement il est isolé et tout ça. Enfin voilà, il est sans doute responsable de la situation, mais la situation au final le fait souffrir. Donc, qu'est-ce qu'on éprouve en fait pour ce mec? C'était voilà, là c'est un point un peu central du livre. Ensuite, ouais, ben, lui clairement, il va pas montrer son enfant aux autres parce qu'il en a honte. Après, le petit, il a la chance d'avoir une mère, une grand-mère qui vont pouvoir lui proposer des choses donc il est pas, c'est pas totalement un monstre caché parce que les deux parents ne sont pas aussi, enfin, Heureusement. ne sont pas comme, comme ça pourrait l'être quand ça l'est dans certaines familles, n'ostracisent pas leur enfant de la même, enfin, il y a que le père qui voudrait l'ostraciser, quoi. À côté justement de cette relation père-fils, il y a Clara, cette femme qui, pour elle, n'y a aucun problème. Au contraire, elle est totalement à l'inverse par rapport à la situation du père. Mais c'est aussi une question de couple, puisqu'on voit ce couple se déliter petit à petit. On voit qu'il y a eu une forte passion au début et que finalement, cet enfant va, on va pas dire ce qui va se passer, mais en tout cas, va créer des séismes dans cette relation-là, des gros séismes dans cette relation
Vous vouliez aussi ce point d'ancrage féminin qui mette en avant la bêtise du mari, de l'homme, de la paternité. Disons que ça permettait aussi de montrer que cet homme était capable d'amour, vraiment. Parce Oui. Ouais. il l'aime à la folie, comme il dit. Et puis, ça introduit de la complexité émotionnelle, voilà, il est capable de ça. Elle-même, elle a l'air, elle est douce envers son fils et elle l'aime comme il faut, je pense. Donc ça permettait de voilà de brasser pas mal d'émotions. Je pense au contraire ça donne de l'humanité à cet homme, le fait que et puis en fait il est nostalgique de cette relation qui était super au début et que l'enfant a perturbé. Donc il voit l'enfant comme un perturbateur aussi en fait. Il y a ça qui rentre en compte. Et puis il y a aussi le fait qu'on se demande, on peut éventuellement se demander. Alors là, je vais trop en dire, je vais spoiler, mais faut peut-être que j'arrête là. Mais peut-être qu'elle est pas pour rien dans le voyage qu'il fait aussi, quoi. Bien sûr, on ne dit à rien. Ouais. Euh, on va faire une petite photo de groupe avant que vous puissiez nous lire un premier extrait, Michel, en espérant que ça colle aussi aux dernières questions. Ce serait parfait. 3, Ouais. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Merci. C'est à vous, Michel, pour le premier extrait. Alors, qu'est-ce que j'avais. Il faut pas qu'il soit trop long non plus, hein, j'imagine. Alors, attends. Je m'étais dit que Vous avez une j'allais liberté lire. totale. Allez. Je voulais trop qu'il aime le foot, le gamin. Normal, comme n'importe quel père. J'allais être déçu, très déçu, mais quand même, j'ai eu vite fait le temps d'y croire. En tout cas, j'y ai cru à ce moment-là, quand au milieu du match, il a relevé sa petite tête et qu'il m'a posé une question. On est au tout début, c'est le premier souvenir, il est dans la voiture, il vient de commencer son trajet, et c'est le premier souvenir qu'il a de son gamin. Je le revois se redresser, ah ouais, ça ouais, je visualise, il était minuscule, haut comme 3 pommes. Chétif, disait le docteur, qui pourtant ne s'inquiétait pas. Rien ne l'inquiétait, lui, il se marrait, l'enculé. Alors que nous, avec Clara, on balisait. On se demandait pourquoi il ressemblait à rien comme ça, le gamin. Mais bref, il était tout petit, et du haut de ses 3 pommes, assis sur le tapis, je le revois me demander, à moi dans le canapé, mais papa, comment ils font pour marquer des buts à l'extérieur? Je suis pas du genre à être ému facilement, mais là, j'avoue, j'avais fondu. Sans déconner, ça m'avait complètement fait fondre. Ça fait un peu tarlouse de dire ça, mais le truc, c'est que je m'étais posé exactement la même question à son âge. Enfin, peut-être pas exactement à son âge, je devais être un peu plus vieux parce qu'il était vraiment petit pour poser une question comme ça, le gamin. Je l'ai regardé, assis par terre, les yeux tournés vers moi, et je me suis vu à peu près dans la même position des années plus tôt, me demander la même chose. Comment on peut marquer un but à l'extérieur du but? Ça paraissait complètement impossible. C'était un peu comme le mystère de la chambre jaune. Bon, là, il délire un peu sur le mystère de la chambre jaune, où il y a un crime qui est commis à l'intérieur d'une chambre fermée à double tour, où la victime est toute seule. Et bref, le mystère de la chambre jaune et celui des buts à l'extérieur, c'était un peu le même délire. Le commentateur, il disait, et rappelons que les buts à l'extérieur comptent double en cas d'égalité. Et moi, je me disais, bah, tu m'étonnes, c'est tellement dur de marquer un but à l'extérieur, ça devrait compter triple. Et j'avais beau tracer un cercle avec ma raison, j'étais perplexe, nique sa mère la raison. Je regardais attentivement les ralentis, je mettais le nez sur l'écran, je tournais autour de la télé pour voir si vraiment le but avait été marqué à l'extérieur, mais non, le ballon était rentré dans le but, c'était un but à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut être con, ma parole, quand on est gosse, c'est marrant quand même. Enfin, c'est la langue française aussi qui rend teubé des fois. En tout cas, voir que mon gosse était aussi con que moi à son âge, ça m'a fait tout drôle. À ce moment-là, j'ai pensé qu'on était peut-être un peu pareil, ou disons qu'il allait peut-être devenir un peu comme moi, même si jusque-là, il avait rien fait pour. Voilà, c'était le premier passage que je voulais lire parce que il y a pas mal de choses. Il y a le fait que, bon, c'est le premier souvenir déjà c'est le premier souvenir qui lui vient en tête. On voit son désir au départ de développer quelque chose avec cet enfant. Il aurait adoré en fait qu'il se passe quelque chose. Il aurait adoré que l'enfant lui ressemble. C'est ça qu'il veut, en fait. Il veut que cet enfant lui ressemble et quand il voit que c'est pas le cas, il arrive pas à accepter l'altérité, à accepter la différence. Il n'y arrivera jamais. Et il y a bon le côté un peu drôle. Il me fait marrer ce gars avec ses buts à l'extérieur, à l'intérieur. Et puis il y a le petit moment aussi
du docteur qui se marrait, l'enculé. Voilà. Encore une fois, ça commence, les enculés, à tort et à travers, pour n'importe quoi. Et peut-être que ça a une certaine importance. Je m'attendais pas à ce que vous l'incarniez autant, ce texte, quand vous le lisiez, mais j'avoue que j'avais quasiment la même voix quand j'ai lu le texte. J'avais cette voix du père, avec cet accent peut-être un peu parisien aussi. Ouais. C'est fou à quel point. Mon Dieu. Ouais. Ouais, dites-moi. Bah ouais, ouais. Alors, il y a une. Alors moi, je veux absolument me dissocier hein, Bien sûr. de Ouais, cet homme, mais non, qu'est-ce que je voulais dire? il y a un projet de lecture à voix haute. Ouais, voilà. En fait, il y a eu un moment où j'ai fait parce que bon, je l'ai relu pas mal de fois pour fignoler un peu les choses. Et il y a eu un moment où je l'ai relu en me disant, ça pourrait être quelque chose, ouais, justement lu alors, enfin lu par quelqu'un, éventuellement un comédien, je sais pas. Et du coup, j'ai travaillé l'oralité particulièrement en plus du rythme. Il y a le rythme que j'ai pas mal bossé parce que ça joue sur le nombre de pieds dans une phrase, sur les virgules, sur les points, où est-ce qu'on les place. Et ça permet d'avoir une fluidité de lecture. Je suis assez influencé, ça se voit pas, mais par la poésie, mais par la poésie classique, les alexandrins. Euh, En fait, d'avoir des phrases qui ont un nombre de pieds pair, ça permet d'avoir une fluidité. C'est ce que j'ai beaucoup travaillé. Ça permet d'avoir une oralité ouais, assez fluide. Et ensuite, bah ouais, je pense qu'on peut le. Bon, je sais pas si je lis très bien, moi, mais je pense qu'il peut être lu, ouais. Ouais. Enfin, c'était le but un peu, ouais. Ouais, on sent en tout cas. Alors à côté de ce couple et de cette famille, il y a les seuls, comment dire, les autres finalement, notamment Nabil, cet hypermnésique capable de se souvenir de tous les Oscars et de ses vainqueurs de chaque catégorie. Alors il se trompe une fois, en effet, et ça c'est aussi un moment très drôle parce que lui qui ne se trompe jamais s'est trompé et donc ça va être, c'est un petit moment, mais ça fait toujours un petit effet quand un individu qui ne se trompe jamais se trompe. Bref, lui va véritablement, on peut pas trop en dire non plus, mais ça va être un élément fort du récit. C'est un personnage très important. C'est quasiment sa seule relation à l'extérieur, en tout cas sa relation suivie. Et on sent que c'est un homme bon. Nabil, il n'a pas d'enfant, lui, par contre. Ça aurait été intéressant de savoir s'il avait eu des enfants, dans quel schéma il aurait pu se retrouver. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui est à la fois fascinant, vous en dites pas trop, justement, peut-être pour laisser un petit peu de suspense aussi sur ce personnage-là, mais comment il vous est apparu? Qu'est-ce que vous vouliez mettre derrière Nabil? Je pense que ça permet de voir aussi que le gars est capable d'admiration pour les gens. Il y a l'amour pour Clara et il y a de l'admiration pour l'un de ses rares amis. Bon, souvent, nos amis on les admire. Lui, c'est le cas, il est capable de ça aussi. Il y a ça dans sa panoplie émotionnelle qui est restreinte, mais c'est un être humain. Et il se place un peu en dessous de Nabil. Il est toujours un peu en mode qu'est-ce qu'il est extraordinaire, Nabil. Et puis, c'est toujours important d'avoir un ailleurs. Je pense que au cinéma, le hors-champ, c'est essentiel. Bon, là, le hors-champ, il n'y a que ça, parce qu'il est dans sa voiture. Mais il y a des petites choses comme ça, en dehors du récit principal, qui est sa relation avec son fils. Bah, ça permet de créer un monde. Il suffit pas de. Enfin, c'est inutile d'en faire trop. Parfois, juste un petit détail permet d'en dire beaucoup. Et voilà, j'avais pas besoin de raconter toutes les fois où ils se sont vus ensemble, mais de raconter quelques passages un peu emblématiques de leur relation. Et puis ensuite, il a un rôle dans l'évolution narrative et il a un rôle dramatique très important, un peu pivot à la fin, Nabil. Voilà. Donc il est un petit peu en filigrane, pas trop, mais il est très important. Ouais. Euh, Est-ce que c'est le fameux Younes que vous remerciez à la fin qui vous a montré la voie? Ah, pas du tout. Non, alors peut-être, mais inconsciemment. Alors c'est pas du tout. Non, non, non. A priori, non. Mais peut-être que oui. Mais à ce moment-là, mais j'en étais pas conscient. En tout cas, il est pas du tout. C'est pas un personnage qui m'a été inspiré par l'un de mes amis.
Très bien. Je l'ai Euh, pas construit en pensant à un de mes amis en tout cas, ou pas consciemment encore une fois, mais on fait tellement de choses inconsciemment que on peut pas avoir des réponses trop péremptoires là-dessus. Bien sûr. Le prénom de Michael, tout à l'heure, j'en ai parlé, mais n'intervient que très tardivement à un moment en particulier, qui est, je crois, lié d'ailleurs à Nabil. Pourquoi vous avez décidé de l'effacer, ou presque, un petit peu, en tout cas sur son nom, jusqu'à ce qu'il se passe un événement pour que la lumière soit faite finalement sur cet enfant-là? Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que le fait de l'effacer ou de le faire apparaître uniquement dans un moment charnière, je peux pas trop en dire, je suis désolé. Mm. Est-ce que c'était ça la volonté aussi? C'était assez instinctif. Instinctivement, il l'appelle le gamin, ou au mieux le gamin, pendant tout le livre, et à la fin, il y a le prénom qui surgit. Bah, d'un point de vue dramatique, il y a l'effet de surprise qui fonctionne toujours bien. Et après, je pense que ça crée quelque chose, mais je pense que j'avais pas envie aussi de dire le prénom tout de suite parce qu'on a tout un imaginaire autour d'un prénom. On va toujours mettre le visage de la personne qu'on connaît sur ce prénom qui s'appelle comme ça, ou voilà, un prénom, ça charrie tout un tas de choses. Donc là, ça permettait qu'on ait chacun vraiment son gamin, de pas avoir son prénom pendant longtemps. Et en plus, après, une fois qu'on a le prénom, bah, je pense que ça va créer des choses chez chaque lecteur en fonction de tout ce qu'il a construit avec ce gamin dont il connaissait pas le prénom et en fonction de ce que ce prénom représente pour lui aussi. Donc je pense que ça permettait de créer de l'émotion, de la surprise et que cette surprise soit individualisée au lecteur en fait. Voilà, c'était un peu ça, je pense. Très bien. Alors, il y a une question d'Aurélie qui demande vos inspirations littéraires pour ce texte-là. Moi, j'ai beaucoup pensé à Florent Oiseau, vous connaissez peut-être, Ouais, mais il y mais a en ouais. effet un parallélisme assez fort. Bah, sauf que je l'ai toujours pas lu, on m'a dit Aïe. ça. Eh ouais, ouais. C'est sur ma liste bientôt là. Effectivement, ça me fait très envie. Ça a l'air très très bien ce qu'il fait. Mais non, du coup, non. Il y a deux livres que j'ai lus peu de temps avant et qui m'ont clairement inspiré, mais encore une fois, sans que j'en sois tout à fait conscient, mais ça après, je me suis dit. Il y avait le démon de la colline au loup de Dimitri Rochambori, que je crois que vous avez beaucoup aimé aussi. Voilà, Forcément. ça c'est pour la narration à la première personne d'un personnage torturé, on va dire. Et puis, ouais, voilà, c'est surtout ça. Et l'autre, c'est Fief de David Lopez, euh, que, qui a été vraiment une révélation. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré l'oralité de la langue. Et, euh, et alors, lui, pour le coup, ouais, ça, c'est la langue orale. Par contre, c'est un genre de narration qui est très différent parce que pour le coup, c'est du surplace, hein. Il se passe rien dans sa vie au mec. Et pendant 200 pages, on fait du surplace. Alors que moi, on avance pas mal quand même. Mais par contre, c'était vraiment sur cette manière de jouer avec une langue populaire et d'en faire un objet littéraire et de faire d'organiser le mariage entre cette langue populaire et la littérature. Je sais pas si c'est politique, mais du moins, je trouve ça important de pas laisser la littérature aux gens qui parlent super bien, quoi. Voilà. Très C'était bien. les deux références essentielles du départ. Après, il y en a plein d'autres, mais voilà, on va pas trop citer ça. Qu'est-ce qui reste finalement de ce personnage-là en vous? Est-ce que ça se résume uniquement à la moustache? Je me rappelle qu'il y a 6 mois, vous aviez une moustache. Il y a un passage plutôt drôle, aussi drôle et en même temps noir, sur cette moustache-là, que je vous cite, une moustache. Sérieux, qui se fait encore la moustache aujourd'hui à part les PD et les gros? Même les flics, ils ont arrêté. Même les flics gros ou les flics gays, ils en ont pas. Ça doit s'annuler, genre plus et plus ça fait moins. Ils sont carrément rasés de près, les flics gays et les flics gros. En même temps, ça serait pas humain d'être flic, gros et d'avoir une putain de moustache en plus. Ah mais nique sa mère, pourquoi j'ai ces visions d'horreur? Qu'est-ce qu'ils ont foutu dans ma côtelette, les fils de pute? J'ai même plus envie de finir ma crème caramel. Vas-y, je la laisse.
Je la laisse sur le plateau, je débarrasse même pas. Ils m'ont fatigué avec leurs bourrelets et leurs côtelettes empoisonnées là. Putain, mais nique sa putain de grand-mère la pute. J'étais bien, je repensais à Nabil et à l'Oscar des meilleurs costumes en 82 et une bande de sangliers à tout gâcher. Faut vite que je me fume une garo. Et oui, désolé d'avoir ce langage fleuri dans ma bouche, mais c'est la vraie vie. Bah ouais, ouais. Bah, comme, enfin, c'est pour ça que je me suis rasé la moustache. C'est parce que Et justement, j'ai il vu. m'a insulté. Donc j'ai voulu, enfin j'ai voulu me faire aimer par ce personnage. Non, non. Euh, Est-ce qu'il y a la digression aussi? Il digresse beaucoup finalement ce Ouais, personnage. ouais, bah il est dans ses pensées, il passe d'une chose à l'autre. Et s'il tient ces propos-là, c'est parce qu'il est sans filtre. On est dans un flux de conscience, dans des pensées. Donc je pense pas qu'on s'auto-censure. Enfin si, on s'auto-censure. Mais lui, il s'auto-censure pas. Lui, quand il pense un truc, il le pense vraiment. Et, euh, et c'est aller très très loin dans une intériorité. Alors c'est de l'anecdotique et tout ça, mais il voit passer un truc, ça permet de donner de la vie. Alors c'est un peu terrible parce qu'il aime pas, il a pas grand-chose qu'il aime lui. Il aime pas les flics, il aime pas les moustachus, il aime pas les gros, il aime pas les gens efféminés. Mais il y a plein de gens comme ça, en fait, qui ont des espèces d'œillères et qui aiment seulement un type de truc. Et il y a un seul type de truc qui les intéresse, et toute altérité et toute différence est inacceptable à leurs yeux. Donc, bon, après, c'est un personnage qui s'ouvre un peu progressivement. Donc, voilà. Qu'est-ce qui reste en moi de ce personnage? Bah, il n'y a jamais eu grand-chose de lui en moi, et franchement, il en reste pas grand-chose, j'avoue. Enfin, ouais, je sais pas trop. Ouais. Est-ce que quand vous avez écrit, quand vous avez peut-être relu le texte, est-ce que vous avez eu, vous vous êtes dit, mais finalement, est-ce que je peux vraiment écrire ça? Est-ce qu'il y a une limite que vous vous êtes fixée? Est-ce que quand par exemple, quand je lis ce passage-là, est-ce que vous dites, ah ouais, je suis quand même allé assez loin quand même. Ouais, ouais, de l'entendre, ça me gêne un peu, oui, de l'entendre, effectivement. Mais il faut pas se censurer. Enfin, si on commence à s'auto-censurer, c'est la première et la plus grosse erreur. Surtout quand on est dans une intériorité, dans un flux de conscience. Si j'avais commencé à me dire, oulala, faut pas que j'aille trop loin, bon, on perdait toute vérité, on perdait tout intérêt, le texte perdait tout intérêt, quoi. Là, l'intérêt, c'est justement de se projeter dans les pensées de ce mec-là. Et pour qu'on arrive à y aller dans ses pensées, faut y aller à fond, quoi, parce que sinon, on n'y croit pas. Et on reste à la surface du texte, je pense. Et alors ce titre, Le gars qui est allé quelque part, qui est plutôt un titre très singulier, très original finalement, est-ce qu'il y en a eu d'autres en travail, en préparation? Est-ce que vous Ouais, pouvez dévoiler certains titres? ouais, j'ai eu au début le gamin, parce que le gamin, ça pouvait être aussi un peu lui. Il y a eu le clignotant, parce qu'il est dans sa bagnole et qu'il il bifurque en fait dans sa vie. Le Euh, clitoris. comment? Le clitoris. Ouais, Pas le voilà. Ouais, clignotant. ouais, c'est pas la meilleure blague de Nabil, ça, mais ouais. Et là, pour le coup, c'est Pascal Gauthier, mon éditrice, qui m'a dit non, il faut changer direct. Et le gars qui allait quelque part, ce que j'aime bien, c'est que bon, il y a le côté un peu mystérieux, on se demande où il va. Il y a le côté un peu bêta, a priori tout le monde va quelque part. Bon bah voilà, il y a un côté un peu drôle que j'aime bien dans ce titre, même si à force de l'entendre, j'ai tout perdu toute drôlerie, mais je pense qu'il y a un côté un peu marrant. Et parce que justement, on a l'impression que tout le monde va quelque part, mais bah, ce gars, pendant longtemps, il va nulle part, quoi. Pendant longtemps, il fait du surplace et il reste avec ses principes à la con et avec et il refuse d'aller quelque part et d'aller quelque part avec son fils, quoi. Et et finalement, c'est pas si c'est essentiel d'aller quelque part. Enfin, ça paraît con, mais d'avoir un objectif, d'avoir des ambitions. Quand on cesse, et ça arrive souvent, qu'on cesse d'aller quelque part, souvent ça commence à mal se passer. Donc voilà, c'est un titre à la fois un peu bébête et marrant, mais en même temps qui a peut-être une toute petite profondeur quand on y réfléchit, et qui colle, je pense, assez bien.
au livre. Elle a bien fait de me faire changer Pascal Gauthier. Même si le clignotant, c'était pas mal, mais bon, voilà. Très bien. D'ailleurs, la fin m'a laissé. J'ai tellement eu envie de. Alors, on peut pas trop en dire non plus, mais vous avez fait le choix d'une fin plutôt très ouverte, même si certains la penseront peut-être fermée et auront peut-être leur raison et auront vu peut-être quelque chose qui est dans leur fort intérieur, peut-être. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce qu'il y a potentiellement une suite en réalité? Parce qu'il pourrait y avoir une suite. Est-ce que ce chapitre-là est clos? Est-ce que tout à l'heure, vous disiez que ce personnage-là, vous en tiriez finalement plus rien? Euh, j'ai tellement eu Bah, envie de savoir ce qui allait se passer ensuite que euh, ouais. est-ce qu'il y a quelque Bah, chose derrière? je parlais du hors-champ, ça en fait partie. Le hors-champ, c'est aussi à la fin d'une œuvre. Pour moi, c'était évident qu'on s'arrêtait là. Ensuite, l'avantage, c'est que tout le monde peut se faire sa fin et il y a pas de bonne ou de mauvaise fin. Moi-même, j'hésite un peu, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Euh, ce que je voulais dire, que il y a merde, je voulais ajouter un truc, je sais plus. Mais en tout cas, ce qui peut éventuellement. Non, ouais, pour moi, la fin, elle appartient plus au domaine du cinéma, par exemple. C'est-à-dire, on sera plus dans l'intériorité, on sera plus dans un mec qui se raconte une histoire. Il faut que je fasse attention à pas trop en dire. Mais euh, en tout cas, on n'est plus dans la voiture. Donc le mec a cessé de penser à tout ça. Et donc là, ça serait plus intéressant d'observer avec une caméra ce qui se passe, et d'observer les gestes, et d'observer les regards, et d'observer les tics des personnages, et comment ils se tournent autour, éventuellement. Enfin voilà, voilà, j'ai tout spoilé, mais enfin bref, Non, voilà, non, non, c'est en tout bon. cas, c'est plus une fin du domaine du cinéma, mais par contre. Ce que je n'exclus pas, c'est dans mes prochains livres, si j'ai la chance de pouvoir continuer, euh, ben, il peut y avoir, j'aimerais créer des passerelles entre ce roman-là et mes prochains. Mais voilà, d'une Est-ce que manière ou c'est d'une autre. déjà en cours de route? Est-ce qu'il y a Ouais, déjà... ouais, c'est en cours, ouais, ouais, c'est bien avancé le prochain. Encore pas mal de travail, mais c'est bien avancé. D'accord, donc ça pourrait être le début de... Enfin, en tout cas, une œuvre un petit peu plus protéiforme. Pas forcément, ce sera aussi la projection dans une intériorité, de manière un peu différente, et un personnage très très différent de ça. Moi, ce que je veux avec la littérature, c'est justement aller explorer des subjectivités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais peut-être qu'il y aura un moment donné où on rejoindra un peu ce monde-là. Et que peut-être ce sera le même monde, même si les personnages ne se connaissent pas au début et tout ça. Mais bon, voilà, on verra. Très bien, très bien. Tout à l'heure, on a parlé des influences plutôt récentes. Je demande à chaque auteur de choisir un auteur plutôt méconnu, quelqu'un qu'on a envie de faire découvrir à d'autres. À chaque fois, il y a des choix très singuliers, très particuliers. Qui avez-vous choisi cette fois, Michel? Bah, enfin, c'est tellement un il est connu quand même, c'est David Foster Wallace, donc c'est pas un inconnu. Pas tant que Euh, ça en France, mine de rien. mais peut-être qu'en France, ouais, il est moins connu qu'aux États-Unis. Quand j'ai lu La Fonction du ballet, qui était son premier roman, je crois qu'il a écrit en 87 aux États-Unis, et puis il est paru en France beaucoup plus tard, je crois en 2009, il a été traduit. Là pour le coup, c'est une révélation, c'est la grande révélation littéraire que j'ai eue dans ma vie. Quand j'ai vu qu'on était capable de faire ça, je me suis dit, mais oui, en fait, avec la littérature, on peut tout faire, on a tous les droits. Et en même temps, c'est intimidant parce que pour moi, ce mec, c'est c'est Einstein et Picasso qui font de la littérature, quoi. C'est-à-dire que c'est un cerveau énorme qui a une intelligence mathématique hyper développée. Et en même temps, s'en sert pour faire de l'art avec la langue, en la déconstruisant, en faisant du cubisme avec la langue, quoi. Et c'est une drôlerie en permanence, et chaque phrase est une surprise. C'est presque, c'est presque dur d'en lire beaucoup d'un coup parce que
parce que chaque phrase est frappante. Et, euh, et bon, en même temps, voilà, c'est presque, je me sens tellement écrasé par cette intelligence que j'ai aussi du mal à en parler, mais je sais que j'y reviendrai toujours. Et en tout cas, ça m'a libéré d'un point de vue stylistique. Je me suis dit que tout était possible. Et surtout, ce que j'aime aussi, c'est que bah, c'est l'humour qu'il y a dans ces livres. Et pour moi, l'humour est une grande dimension de la littérature qui est pas facile à manier, mais qui est importante. Et c'est aussi un rapport au monde. Pour moi, c'est ce qui permet de rendre le monde habitable, supportable. Et j'y tiens énormément. Et voilà, c'est un mec qui s'est suicidé. Et en même temps, c'était l'homme le plus drôle, je pense, du moins, qui avait la plume la plus drôle que j'ai jamais rencontrée. Voilà, la fonction du ballet. Après, j'avais envie de faire une petite mention supplémentaire, de rendre hommage à Aurélien Ferenczi, qui est un journaliste qui était critique à Télérama, qui est décédé en milieu de semaine dernière, qui a fait partie des gens qui m'ont donné envie de faire du journalisme. Et l'écriture journalistique est importante pour moi. Et lui aussi, il avait dans le journalisme un style et un regard. Et c'est une manière de voir les choses. Et c'était, bon voilà, il a été important pour moi. Et il est parti la semaine dernière. Et moi, j'avais aussi envie de le mentionner, quoi. Et vous avez Voilà. raison. Merci Michel. Et donc maintenant, c'est la question de l'avenir, puisque ce gars qui allait quelque part s'est remémoré beaucoup de choses dans le passé. Finalement, je vous pose la question de l'avenir de 2074, dans 50 ans. Que voyez-vous, Michel, autour de vous? Ouais, alors ça, c'était pour que tout le monde soit au courant. C'est la question qu'on m'avait posée avant l'entretien, donc j'étais prévenu. Du coup, j'ai écrit un petit texte pour. Voilà, on est en 2074. C'est ça, en 2074? Exactement. Alors, là, en ce moment, je suis bleu. Je sais que ça va lui plaire. Maurice va rentrer dans 8 minutes et 12 secondes et je sais qu'il voudra me voir bleu en arrivant car il n'est pas super en forme. Il a eu une dure journée, il s'est fait engueuler par Robert, il a engueulé Magali. Or, le bleu, ça l'apaise. J'ai pris la forme de rhododendron à l'échelle 1/5, mais quand même un beau rhododendron. En revanche, je lâche dans la pièce un parfum pétunia. C'est léger, ça ira très bien avec les 20 degrés 4 du salon. J'ai enclenché ma climatisation il y a 3 minutes 12, 3 minutes 11. On est encore à 23 degrés, mais dans 7 minutes 48, on sera à 20,4. Et même dans 6 minutes, car on ne sait jamais, parfois le GPS déconne un peu. Bref, je suis prêt et j'ai hâte qu'il arrive, Maurice. On va pouvoir discuter. Il va sortir sa petite IPA du vendredi, comme il dit. Je vais lui poser des questions sur sa journée, même si j'en connais déjà tous les détails, puisque je suis connecté à son Rodeo Book. Ce n'est pas grave, on discutera quand même, comme on le fait toujours quand il revient du travail. Et tout en discutant, il fera mine de m'arroser alors qu'il sait que je suis une plante électronique. Et comme toujours, je vais rire à cette plaisanterie, qui est l'un des signes de notre complicité. Il aime quand je ris à ses blagues, Maurice, même s'il fait toujours les mêmes. Et moi aussi, j'aime nos routines. Voilà. Merci Michel, on s'y croirait, hein. C'est fortement plausible. Euh, je- 2074, on a des plantes électroniques à la maison, forcément, non? C'est bon, Qui font forcément. la clim, qui prennent l'apparence du rhododendron qu'il n'y a plus dans le jardin. Voilà, voilà. Enfin, bah, Et il ça y me a donne. Maurice. Je me suis dit que je serais pas en super forme en 2074, donc je préfère être une plante électronique. Voilà. Merci, merci pour ce moment, Michel. Et il y a Maurice, là aussi. Vous utilisez toujours des prénoms quand même qui ont un certain imaginaire. On sent que les prénoms, c'est quelque chose de... Bah là, moi, j'ai un pote qui vient d'appeler son fils Maurice, donc ça va revenir. En 2074, il y en aura pas mal. Très bien, très bien. Eh bien, c'est le moment du deuxième extrait, Michel, pour clore cette rencontre, sauf s'il y a des questions supplémentaires. C'est à vous, Michel. Alors, ouais, je m'appelle Michel, hein, et j'ai 35 ans. Comme quoi. Alors. À peine on a pénétré dans le tunnel qu'une lionne a sauté juste au-dessus de nous. J'avoue, ça a produit son petit effet. Tout le monde a réagi. Ils sont aux zoo, hein. Moi-même, j'ai un peu sursauté, mais le gamin, il a carrément poussé un cri suraigu à te fracasser la boîte crânienne, un cri inhumain. Mon Dieu, la gêne. À côté, le dîner avec mon ex, c'est rien du tout. Je savais plus où me foutre. Non, non, ce n'est pas mon gamin qui crie comme ça.
Non, non, ce n'est pas lui qui est tout rouge et qui chiale alors qu'il a 10 piges. Non, 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 ce n'est pas ma femme qui le prend dans ses bras. Certes, elle est très bien gaulée, mais je ne la connais pas, jamais vue. Ni elle, ni ce gosse. Désolé, je ne sais pas où est le père. Ah ouais, j'aurais préféré qu'il porte son cartable Cendrillon et qu'il la ferme et qu'il observe les lions sans broncher comme un gamin normal ou à moitié normal vu son cartable. Un gamin qui aime les lions, putain, c'est trop demandé. Oui, apparemment, c'était beaucoup trop demandé à tous les petits malins là-haut dans le ciel qui m'ont concocté cette vie de merde. Mon gosse se chie dessus devant les lions, enfin devant une lionne, et tout le monde nous regarde. Et Clara me fait des gros yeux, accroupie à la hauteur du gamin qu'elle entoure de ses bras, et moi je sais pas quoi faire de mon corps et de mes bras et où poser mes yeux. Je suis figé, j'ai la honte de ma vie, et Clara dit, viens mon chéri, c'est rien. On ne risque rien ici, mais on ressort, ne t'inquiète pas, on retourne à l'enclos des autruches. Et elle se relève et elle le prend par la main sans jamais me quitter du regard avec ses gros yeux chargés de reproches. Et moi, j'avoue, je suis absolument incapable de dire le moindre mot. Que dire dans des circonstances pareilles? Au milieu d'une foule de gens qui maintenant se désintéressent complètement des lions et fixent notre trio familial avec un air attendri chez les mamans, un air moqueur chez les enfants, un air compatissant chez les papas. Et ça, je le supporte pas. Ça, c'est trop. Et voilà le cauchemar de tous les papas. Il est là, être regardé par les autres papas avec un air compatissant. Et j'aurais été prêt à tout. J'aurais été prêt à transpercer la vitre et à me retrouver au milieu des lions et des lionnes, tout nus avec une énorme côte de bœuf à la place de la bite, partout plutôt qu'ici au milieu des papas aux airs compatissants. J'ai choisi ce moment parce que non, bah parce que en fait il y a le regard de l'autre quoi et que au lieu de d'aimer son fils tel qu'il est pour ce qu'il est hors contexte, bah en fait il place son fils dans un contexte et en fait il a honte de ça et s'il l'aime pas c'est aussi à cause du regard des autres. Ouais, c'est une très mauvaise façon de se positionner par rapport à ses proches, aux gens qu'on devrait aimer, etc. Merci. Et alors moi, je vais lire un autre passage pour clore cette rencontre peut-être, puisque on s'adresse à un public aussi réseaux sociaux, et un passage très drôle sur les réseaux sociaux. Je sais pas, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais je vais vous citer. Aujourd'hui, on se sent obligé d'être en permanence avec tout le monde. Clara, elle poste toute sa vie sur Instagram pour que la Terre entière soit bien au courant qu'elle vient de s'acheter un nouveau petit haut noir, qu'elle vient de regarder le troisième épisode de la saison 5 de Game of Thrones, qu'elle a fait un gratin de pommes de terre. Mais putain, si la meuf à Coco, elle vient de faire un gratin de pommes de terre, bah tant mieux pour eux. Mais moi, je m'en bats la race. J'en ai rien à carrer de voir en photo leur petit exploit, d'autant que c'est chum un gratin. À la limite, si tu donnes un conseil de cuisine, genre le temps de cuisson des pommes de terre, pourquoi pas? Mais Clara, elle était juste en mode, je donne l'information, nous allons déguster un merveilleux gratin et que ça me rendait fou parce que je voulais pas que ma vie soit déballée comme ça. Heureusement, j'ai réussi à obtenir qu'elle poste rien sur le gamin. Ah ouais, j'ai trouvé l'argument ultime. J'ai dit, je ne te laisserai pas exposer la vie de notre enfant aux yeux de tous, il faut le protéger. Pour une fois, j'avais trouvé les bons mots, ce qui fait que j'avais pas à m'en faire. Le petit qui chante les chansons de Cendrillon et qui se casse la gueule sur ses patins à roulettes, ça restait entre nous. Ce qui rejoint aussi un petit peu Ouais, votre extrait. ouais, c'est ça. Regarde l'autre. Ouais, il y a ce côté-là et ça m'a fait penser à un autre truc que j'ai oublié. Mais euh, ouais, non, mais il a honte de son truc. Il veut que ça reste entre eux. Et oui, non, pour une fois, j'ai trouvé les bons mots. Il est conscient que souvent il les trouve pas. Et c'est un peu son drame aussi, c'est il lui manque des mots à ce mec-là pour comprendre ce qu'il a vécu pour, et pour développer d'autres émotions. Je pense il y a un problème plus on a de mots et plus on a une possibilité de développer des émotions riches et variées, je pense aussi. Enfin, je suis pas sûr à 100%, mais je le pense quand même. Ouais, je pense que Et, le langage et le vocabulaire ont clairement un ouais. rôle. Mais alors voilà, mais en fait, il y a ça. Mais en même temps, je voulais pas que ce soit manichéen en mode c'est une langue populaire, donc c'est parce il manie une langue populaire qu'il lui manque des émotions. Parce qu'elle a une richesse aussi, cette langue. Et il y a du verlan, de l'argot qui traduisent une certaine variété, une certaine créativité dans cette langue et qu'il arrive à manier. Mais après, à côté de ça,
c'est surtout un problème de communication avec les autres. Et parce qu'il communique pas suffisamment avec les autres, bah aussi il a du mal à manier la langue parfois. Et Et en même temps, qu'il il est faut des capable de autres. se raconter des belles histoires. Mais voilà, il y a un peu tout ça. Et pour ça, il faut des autres. Il n'y en a pas toujours. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Non, mais son grand drame, je pense c'est qu'il est tout seul. Ouais. Et le moment où il va enfin un peu discuter, ça va changer, quoi. Et Hélène aimerait vous entendre lire son livre, votre livre en audio avec les digressions incluses. En effet, ça peut être intéressant. Euh, Ouais, merci. merci à vous, Michel. Je vous rappelle, le gars qui allait quelque part aux éditions Bûcher-Chastel de Michel Besbach. Je vous souhaite le meilleur et je pense que ça a déjà plutôt bien commencé dans cette rentrée littéraire pour ce livre-là. Et on espère vous revoir très vite pour un prochain roman. Mais prenez votre temps pour l'instant. On va profiter de celui-ci. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation et merci à tout le monde de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Et de m'avoir lu peut-être, ou voilà, merci beaucoup. Merci Michel. Très belle soirée à vous. Merci, au revoir.